pas qui vont se présenter à l'appel conférence. Donc, bonne journée à tous. Yes, parfait. Merci Stéphane. Donc, un appel quand même avec beaucoup de contenu. C'est certain, on ne peut pas passer à côté de ce qui est en train de se produire au Moyen-Orient. On entame la troisième semaine du conflit. Donc, les États-Unis et Israël qui ont lancé des missiles sur l'Iran le 28 février et depuis, ben, ça va d'un bord comme de l'autre avec de multiples frappes, que ce soit américaines, israéliennes ou iraniennes. On voit sur la map là, qui est sur la slide où on a les différentes attaques. Là, c'est sur cette map-là, peut-être même pas à jour. Je l'ai mis à jour vendredi, mais ça a continué samedi, dimanche. On a continué à frapper surtout des cibles dans le Golfe Persique. Les Émirats arabes unis aussi ont été frappés. D'importants terminaux d'exportation de pétrole notamment ont été frappés. Donc, c'est un conflit qui dure et puis qui impacte beaucoup le prix du pétrole, donc l'essence, le prix des fertilisants, le gaz naturel. Donc, ça a un impact un peu sur toutes les commodités de manière générale. Le pétrole qui a un impact presque à travers tous les champs. Donc, pourquoi ça a un impact? Ben, c'est le détroit d'Ormuz qui est contrôlé par l'Iran, qui passe 25 à 30 des exportations mondiales de fertilisants, 20 à 25 des exportations de pétrole brut et de gaz naturel aussi. Donc, l'enjeu, c'est vraiment de savoir quand est-ce qu'on va voir du volume qui va passer par ce détroit-là. C'est sûr qu'il y a des alternatives, sauf que ces alternatives-là ne sont pas assez pour compenser les pertes de volume. On parle d'à peu près 20-25 millions de barils de pétrole par jour qui transitent. Euh, et puis en ce moment, on est peut-être à 10 de ce flot-là, donc un petit 2 millions qui est en mesure de transiter. C'est principalement des bateaux iraniens, des bateaux chinois, des bateaux indiens. Donc c'est des bateaux un peu si on veut, des alliés de l'Iran qui, euh, qui sont en mesure de passer. Là, ce qui se discute pendant la fin de semaine, c'est Trump qui essaie d'attirer plusieurs pays pour assurer la sécurité de ce fameux détroit, le détroit d'Ormuz. Donc, pour le moment, il est allé à la pêche puis il a pas pogné des poissons. Aucun pays qui veut se commettre, c'est trop dangereux, trop coûteux. Euh, donc, pour le moment, je vous dirais que ça, c'est pas une avenue qui est en train d'être très réussie pour Donald Trump, bien que lui, ses messages qu'il lance, c'est que ça va être un conflit de courte durée. Définir courte durée, ça peut être semaine, mois, une année, ça peut être aussi de courte durée. Donc, pour le moment, c'est un conflit qui est assez intense. Donc là, je vous montre juste graphiquement c'est quoi l'impact un peu sur le prix des fertilisants, l'azote qui est principalement impacté. Donc l'urée, on voit là, qui est passé d'un prix d'urée de 500 US la tonne à 664 en l'espace de 2 semaines. Pour le moment, les autres fertilisants suivent pas trop. On voit le prix du maïs qui est en noir, qui grimpe aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs usines de production de fertilisants qui sont dans ces régions-là. On exporte énormément de fertilisants aussi dans cette région. Donc, le Moyen-Orient qui est critique pour les fertilisants, ce qui fait en sorte que les prix ont explosé là, depuis le début du conflit. Le prix du pétrole aussi qui est extrêmement volatile. Donc là, j'en ai parlé pourquoi c'est très important. On a rattrapé, si on veut, les sommets qu'on a atteints dans le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On a atteint 120 lundi dernier. Là, on flirte aux alentours de 100 Donc, on a monté, on a chuté abruptement, on a remonté, on a redescendu. C'est des montagnes russes dans les derniers jours. Et puis, c'est vraiment selon les manchettes ce qui est en train de se produire. Là, le marché semble
encouragé un peu ce matin. On perd quelques dollars le baril. Pourquoi? Parce que là, il y a un petit peu plus de volume dans ce détroit-là, mais il s'agit qu'il y ait des bateaux qui soient frappés, puis on repart à zéro. Chose qui a été, qui s'est produit là, vers la fin de la semaine dernière. Donc, plusieurs bateaux qui ont été coulés, frappés dans ce détroit-là. Donc, ça va demeurer volatile tant qu'il n'y aura pas de résolution à ce conflit-là. Puis c'est dur d'en voir une à court terme. Donc, l'impact, si on veut, sur les grains depuis le début du conflit, ben, c'est un impact qui est haussier. On a, on a le coût de surcharge de carburant, le coût de transport qui est plus élevé, la demande pour les biocarburants notamment qui serait en augmentation. C'est sûr que le prix du pétrole, les biocarburants, ça va ensemble. Donc, maïs via l'éthanol, soya via l'huile de soya, c'est toutes des, euh, des alternatives qui font en sorte que tout est interrelié. Euh, il y a aussi, en fait, la décision des semis aux États-Unis qui va être très, très importante dans ben, pas juste aux États-Unis, là, un peu partout, mais on va avoir, en fait, l'heure juste le 31 mars où euh, le fameux rapport des intentions d'ensemencement va être publié aux États-Unis. C'est un sondage qui est effectué auprès des producteurs pour savoir si on va semer, qu'est-ce qu'on va semer pour la prochaine année récolte. Hausse des fertilisants, c'est sûr que ça peut nuire au maïs, le maïs qui a besoin de plus de fertilisants pour le développement de la plante, tandis que la fève, c'est un petit peu moins important. On a besoin d'en avoir un peu moins. Donc là, on s'attendait déjà à plus de fèves que l'année passée, moins de maïs. Euh, et puis là, on s'attend à ce que ça s'élargisse dans justement dans la prochaine décision. Par contre, là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de volatilité. Puis là, j'ai pas eu le temps de mettre ça dans ma présentation. Mais pendant en fait, ça s'est passé hier. Trump qui dit il pourrait retarder, en fait, le sommet qu'il avait prévu avec la Chine au 31 mars. Euh, si la Chine ne venait pas l'aider à sécuriser le fameux détroit d'Ormuz. Donc là, ça met un peu en péril la relation entre la Chine et les États-Unis. La Chine qui s'était un peu commise à acheter plus de fèves soya. Donc là, sur mon graphique, je vous montre un prix de fèves soya à 12,23. Ben là, on recule de 30 sous ou 2,5% ce matin, seulement sur cette nouvelle-là, qui met un peu en péril de futurs achats chinois. C'est sûr que le focus du marché, c'est davantage sur le conflit, moins un peu sur les achats de la Chine, mais ça reste qu'on voit en fait un marché qui est nerveux et volatile. Donc, mais reste que ce conflit perdure-là, on voit quand même une tendance haussière qui se poursuit via les fertilisants, via la surcharge de carburant, via les biocarburants. Euh, donc, normalement, je débute par le porc, mais là, je devais débuter par les grains. C'est sûr que le porc sera pas trop impacté justement par les flots d'exportation mondiale qui viennent du Moyen-Orient. Donc, la production porcine est davantage en région nord-américaine, en Europe. C'est sûr que la Chine en produit beaucoup, mais le Moyen-Orient, c'est pas une région qui est propre, qui est critique pour la production porcine. Donc, ça a davantage un impact sur les intrants, sur le marché des devises. Donc, c'est sûr qu'implicitement, ça va avoir, puis directement, ça va avoir un impact, là. Mais concrètement parlant, il n'y a pas d'exportation qui serait en baisse, il n'y a pas de pays qui est en danger au niveau de la production porcine, qui aurait un impact important sur ce marché-là. Donc, on retourne un peu à nos slides habituels où on voit un prix du vivant qui poursuit dans la saisonnalité habituelle. Par contre, on le voit qu'à cette période-ci de l'année, on voit une certaine stabilité au niveau du vivant. C'est ce que le marché s'attend. Avril, donc d'ici un mois, on s'attend à ce que le prix du vivant prenne 2 sous la livre seulement. Donc, on voit une certaine stabilité qui est prévue jusqu'à l'été, le pic de la demande. Dernier rappel qu'on s'est parlé, le pic était plus aux alentours de 112 US la livre en juillet. Là, on est redescendu à 109. Donc,
c'est des mouvements de 3 sous la livre, à peu près 10 $ le port, plus ou moins 10 $ le port, qui impactent le marché depuis un mois. Donc, c'est sûr qu'il y a de la volatilité, mais on est au niveau du port, on maintient nos valeurs élevées pour le moment. On bouge aussi au niveau de la découpe. En même temps, ce qui fait que la marge de transformation est assez stable. On est en ce moment à 8 sous la livre. On est dans cette région-là depuis un mois. On était plus élevé pour débuter l'année, là, mais en termes de prix de vivant, prix de la découpe, on est un peu dans un marché qui peut être jugé comme étant normal. En termes de coupe, la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était les côtes levées qui étaient un peu le facteur déterminant. On a eu un repli depuis. Reste qu'on demeure quand même historiquement élevé pour les côtes levées. Là, c'est le flanc qui s'est réveillé avec un prix qui est en hausse depuis le début de l'année. On le sait qu'il y a un potentiel aussi pas mal plus important. On le voit les sommets de l'an dernier. Il y a encore un potentiel aussi à ce niveau-là. Tandis qu'au niveau des autres coupes, on voit qu'on est un peu déprimé, surtout au niveau des épaules, au niveau du jambon. C'est pas des prix qui sont historiquement élevés à ce niveau-là. Donc, un prix de découpe qui, oui, est élevé, mais basé sur deux ou trois découpes, deux ou trois coupes, et le reste qui peuvent être jugés comme étant normal. En termes de production, aux États-Unis, on est présentement à 0,2% des abattages par rapport à l'année passée. On prévoit 2,5% sur le USDA. 2,5%, je vous dirais que c'est le chiffre qui est un peu tout le temps mis de l'avant du USDA à chaque début d'année. Puis on s'enligne tout le temps pour finalement chercher des parts. On a peut-être des enjeux de maladie. Peut-être plus important qu'on pense. Ce qui est arrivé en 2025, on a eu finalement une production en baisse par rapport à 2024. 2026, sur papier, on prévoit qu'on va être en augmentation. Pour le moment, on a des avantages qui sont similaires à l'an passé. On a des poids qui sont légèrement plus élevés, donc au final, on a peut-être un léger surplus par rapport à l'an passé, mais c'est minime à ce niveau-là. Donc la production aux États-Unis, qui reste un peu le point d'interrogation tout le temps, c'est est-ce que les enjeux de maladie vont être moins importants que la croissance au niveau de la productivité? Est-ce qu'on va être en mesure d'avoir des expansions dans ce marché-là qui génèrent des marges élevées depuis un an et demi ou deux presque? Pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'expansion qui est prévue. Donc, ça serait vraiment drivé par la capacité d'abattage, par les abattoirs, les transformateurs. Puis pour le moment, il n'y a pas de gros projet qui est prévu. C'est sûr que si cette rentabilité-là euh, perdure dans le temps encore, peut-être que là, ça pourrait changer. Donc, contrat à terme, depuis la dernière fois qu'on s'était parlé, en fait, on était pas mal proche des sommets, comme j'ai mentionné dans l'appel, on a reculé quelque peu. C'est sûr qu'il y a de la volatilité dans ce marché-là, les spéculateurs qui ont une incidence dans ce marché. Donc, est-ce qu'ils veulent retirer leur bille dans un actif qui est peut-être un peu plus volatile, plus risqué pour aller dans quelque chose de plus sécuritaire en temps de guerre et de conflit au Moyen-Orient? C'est très, très probable. On a un marché boursier qui est nerveux. Les contrats à terme de part aussi ont tendance à peut-être suivre aussi des fois le marché boursier, ce qui se poursuit, ce qui se passe là-bas. Reste que concrètement parlant, en termes de nouvelles, il n'y a pas grand-chose qui ferait en sorte de justifier une telle chute abrupte au niveau des contrats à terme de part. Donc, ils se maintiennent quand même à des niveaux historiquement élevés, comme on peut le voir sur les différentes échéances. Donc, on voit un peu la même tendance avec un repli, une correction qui est de moins en moins intense plus on va loin dans le temps. En termes de demande d'exportation, on a quand même des bons chiffres d'exportation. Les ventes, par contre, eux, se sont limitées. Donc, la croissance est limitée. On semble avoir atteint un certain cap. Puis, on l'avait mentionné dans notre dernier appel, le fameux risque Mexique qui est toujours présent. Le Mexique euh, qui représente 40% des exportations américaines de porc. On a la renégociation, l'accord Canada, États-Unis, Mexique
qui avait débuté. On avait débuté les travaux sur le Canada, le Mexique, les États-Unis, le Canada avec les États-Unis. Jamais avec les trois ensemble, mais un peu de manière bilatérale. Sauf que là, justement, le conflit du Moyen-Orient pourrait mettre de côté ces négociations-là. Pour la suite, on pourrait peut-être repousser le délai qui est prévu pour la renégociation. On a toujours juillet en tête, qui est la date où ça ferait 6 ans qu'on a eu l'entente signée par l'administration Trump. Pour le moment, on n'est pas inquiet du tout, sauf que là, justement, c'est ça. S'il y a des enjeux face à cette renégociation-là, ben, le Mexique critique pour les exportations de porc, de maïs américain également. On pourrait justement avoir et vivre la volatilité pour ces actifs-là, considérant l'importance du Mexique dans ce marché. Spéculateur, même portrait que le mois dernier, on se maintient dans des positions historiquement longues. Donc, tout un peu le principe de l'élastique, là, on l'étire, on l'étire, on l'étire, puis à un certain moment, ça peut casser. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, c'est justement si les spéculateurs voient quelque chose qu'ils n'aiment pas, qu'ils aiment moins, ben, finalement, vont vouloir prendre le profit parce que leurs positions sont profitables actuellement. Ils ont acheté, les prix ont monté. Euh, donc, une prise de profit importante dans ce marché-là pourrait amplifier un mouvement baissier, faire une petite correction sur les prix du porc. Donc, ça, c'est à surveiller. Donc, c'est pas un facteur qui cause des baisses de prix ou ça va être simplement ou un facteur qui amplifie. Donc, ça prend un élément déclencheur qui, pour le moment, n'est pas présent. En termes de prix mondiaux, on a à peu près un portrait similaire aussi à notre appel du mois dernier. Le Mexique qui se maintient dans des prix élevés. On semble chercher des parts. La demande locale est excellente. La Chine, les États-Unis qui vont ensemble, c'est rare de voir un prix chinois et américain qui est aussi près l'un de l'autre. On sait que la Chine a de la grosse production. On a même des programmes gouvernementaux pour tenter de réduire cette production-là qui fait un peu trop baisser les prix. Puis finalement, on a l'Espagne qui est encore aux prises avec la peste porcine africaine. On le rappelle, il n'y a aucune ferme commerciale qui est visée. Pour le moment, c'est simplement des sangliers sauvages, puis ça semble sous contrôle encore. Donc, pas d'enjeu de ferme commerciale pour le moment qui serait répertorié, qui empirerait de beaucoup là, la situation. Reste qu'il y a plusieurs pays qui n'ont pas d'entente de régionalisation, qui ne peuvent pas acheter de porc espagnol, même si c'est seulement dans une petite région du pays. Le Japon notamment, le Mexique, qui n'achètent pas de porc espagnol. Donc, au niveau, là, je remets un peu les grains, le portrait peut-être un peu plus long terme. On voit quand même la hausse de prix qui, qui est similaire aussi avec le rallye qu'on avait connu avant, donc vers la fin de 2025, qui avait été, donc le principal catalyste, c'était les achats chinois de fèves soya américaines. Et là, c'est vraiment, on est repris un peu. Donc là, les prix avaient augmenté déjà avant le conflit, basé sur des spéculations d'achats chinois supplémentaires. On a de la spéculation, notamment aussi sur des cibles qui sont très optimistes sur les fameux cibles de biocarburants. Donc, on anticipe justement qu'on va avoir des requis plus importants à respecter en termes pour tous les raffineurs. Donc, il y avait déjà cette tendance-là haussière pour les grains. Rajouter à ça un conflit au Moyen-Orient qui impacte le prix des fertilisants, qui les a fait grimper de plus de 20 dans les dernières semaines. Ben là, on rajoute beaucoup de volatilité. Là, c'est sûr que ce matin, on se replie. Ça va être de voir en fait les prochaines nouvelles sur est-ce que le sommet Chine-États-Unis qui était prévu à la fin mars va toujours avoir lieu. Donc, les 2 prochaines semaines risquent d'être très volatiles. Sinon, au niveau de la devise, le dollar canadien qui quand même se maintenait dans une valeur assez élevée malgré toute la volatilité dans ce marché-là depuis le conflit. On a le dollar américain qui
performait extrêmement bien par rapport à toutes les autres devises, sauf le dollar canadien. Mais ça a pris un mauvais rapport d'emploi qui a été publié vendredi, où là, on a appris que le Canada perdait 80 000 emplois, le taux de chômage en hausse. Donc là, ça se met un peu, on se remet un peu en question sur, OK, oui, le pétrole va faire de l'inflation, mais va créer plus de revenus. Par contre, ton marché d'emploi qui est au ralenti, la question, ça va être qu'est-ce qu'on fait avec les taux d'intérêt qui sont présentement à terre? Est-ce qu'on les laisse là ou est-ce qu'on prévoit de les augmenter? Ça va être l'indicateur principal qui va déterminer où la devise va aller dans dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est sûr que l'accord Canada, États-Unis, Mexique va être déterminant également, mais comme j'ai dit un peu plus tôt, ça risque d'être retardé avec tout ce qui est en train de se produire au Moyen-Orient. Reste que l'impact des prix du pétrole en hausse, euh, ça demeure positif pour le dollar canadien. Donc, si on voit un baril de pétrole qui retourne à la hausse, euh, le dollar canadien qui pourrait et devrait en bénéficier. Justement, ce matin, le prix du pétrole qui est plus haussier que baissier. Puis on voit le dollar canadien qui déjà reprend un peu des points qu'ils ont perdus vendredi. Donc, on est déjà en haut, on est déjà revenu au-delà de 73. Un autre facteur qui est important aussi, puis là, je l'ai mentionné en termes type de biocarburant, l'aspect huile, très importante dans ce marché-là. On voit qu'en ce moment, les marges de trituration sont très élevées, historiquement très élevées. Ça fait en sorte que les triturateurs vont vouloir faire tout en leur possible pour augmenter la cadence qui était déjà très élevée. Cette hausse de demande-là, comme j'ai dit, c'est vraiment relié à l'huile, relié au biocarburant et non pas au tourteau. Donc, ça ferait en sorte qu'on pourrait, le fondamental derrière ça, c'est qu'on pourrait avoir beaucoup de tourteaux dans les prochains mois, ce qui pourrait nuire aux valeurs de tourteaux justement pour la suite, considérant que la croissance de la demande dans le complexe soya serait plus liée à l'aspect huile et non à l'aspect tourteau. Donc, quand on met tout ça ensemble, valeurs de porc qui sont historiquement encore élevées, on a des prix de grains qui sont élevés, mais beaucoup moins que les sommets qu'on avait atteints en 2021-2022. Un dollar canadien qui se maintient quand même, mais on a des marges brutes de production, donc prix du porc, prix des grains, dollar canadien. Donc, on est à 207 dollars en ce moment. On a chuté dernièrement avec une petite correction, comme j'ai dit, aux valeurs de porc puis une hausse au niveau des grains. Mais reste qu'on le voit que historiquement, on est 60 dollars de plus que la moyenne des dernières années, ce qui démontre un marché qui est un peu similaire à l'an dernier. Donc, si ça se maintient comme ça, les marges devraient être importantes jusqu'à la fin de l'année prochaine. Donc, c'était tout pour moi. Je ne sais pas s'il y avait des questions, commentaires avant qu'on passe à la partie de Stéphane. Merci, Jean-Charles. Sinon, je vais partager, je vais prendre le lead de la présentation. Ça, c'est-tu partagé? Je ne crois pas. Je vais revenir ici. Partage, partager. Fenêtre. Normalement, ça devrait fonctionner. Bon. C'est beau. Good. Donc, je vais vous présenter un peu le suivi un peu là, du WASD. Jean-Charles en a parlé un petit peu. Là, donc, on s'attend à une production d'une augmentation de 2,5 %. Même le rapport n'a pas changé par rapport au mois précédent. Donc, petite variation au niveau des prix. On s'attend à une hausse d'1,7 % sur l'année. Vous avez un peu la répartition par trimestre. Ce que j'ai mis aussi, vous avez un peu aussi la production de viande rouge et de viande blanche, donc une augmentation de 1,23. Et j'ai quand même mis d'autres produits, là, les œufs et le lait, avec toute la renégociation de l'ACUM, donc des produits qui sont sous gestion de l'offre au Canada. Et vous voyez au niveau là, de la production, au niveau des œufs, on s'attend à une hausse de 4,7 % cette année. Il faut comprendre qu'on avait
vécu une grosse baisse l'année passée avec tout le problème là, de la grippe aviaire aux États-Unis. Donc, fait qu'on avait, là, il y a comme une reprise un peu là, de la production. Et dans le lait, vous avez une augmentation là, d'1,3%. Ce qui est quand même intéressant, c'est au niveau des prix. Si vous regardez au niveau des produits sous gestion de l'offre, on s'attend cette année au niveau du poulet à une baisse de 0,7%. Au niveau de la dinde, une augmentation de 15%, mais c'est des produits qui sont facilement là, substituts entre le poulet et la dinde, donc qui pourraient ne pas se matérialiser. Les œufs, une baisse de 70% et dans le lait, une baisse de 7%. Donc, vous pouvez voir là, l'intérêt des producteurs américains dans la séum pour ouvrir les barrières sous gestion de l'offre. Mais vous voyez un peu l'impact au niveau des prix que les producteurs américains obtiennent. Donc, ça va être à surveiller dans le temps. Pour ce qui est, si on fait un peu la correspondance avec un des rapports américains qui est le JLS 712, qui nous donne un peu les abattages sous inspection fédérale, ben, vous voyez actuellement là, qu'on a une baisse de la production de 1,4% sur ce rapport-là par rapport à 2025, une baisse de la production de viande de 0,6%. Donc, la semaine passée, quand même une hausse de 2% au niveau de la production de viande. Donc, ça va être intéressant de faire le rapprochement entre la hausse de 1,5% et le réel, une fois que les données des autres sources, là, qui sont des abattages qui ne sont pas sous inspection fédérale, soient incluses dans le rapport, de voir quelle est vraiment la hausse ou la stabilité de la production. Ça peut paraître niaiseux là, d'avoir une hausse d'1,5%, là, mais l'impact sur les prix est quand même assez important. Là. Un seul débalancement là, de 1-2%, là, c'est assez pour faire des mouvements de prix. Donc, si le USDA anticipait une hausse de 1,5% pour le premier trimestre et elle ne se matérialiserait pas, vous comprendrez que les producteurs auraient laissé de l'argent sur la table parce que techniquement, il y aurait eu comme un équilibre entre l'offre et la demande et non pas une hausse de l'offre. Pour ce qui est du marché des coupes, ben, vous pouvez voir un peu l'historique. Là, on a quand même un très bon prix, là, 99 sous là, pour la moyenne 5 jours. Donc, il faut remonter à 2014 pour un meilleur prix, sinon 2022. Sinon, on est pas mal dans les top 3, top 4 là, des meilleurs prix. Il n'y a pas nécessairement une coupe qui va se démarquer des autres, mais ça nous donne un prix à la 99. Il faut remonter à 2019 pour avoir des mauvais prix ou 2015, donc le rebond de 2014. Donc, ça nous donne, on voit la moyenne là, de 12 sous depuis 2013. Depuis 2021, vous voyez là, qu'on est légèrement en haut de la moyenne ou dans la moyenne depuis 2021. Donc, marché des coupes qui, vous voyez, au cours des dernières semaines, là, tend à vouloir augmenter, mais très, très, très légèrement d'une semaine à l'autre. Pour ce qui est des exportations, donc on termine l'année de 2025 aux États-Unis. Donc une baisse, ça c'est vraiment le muscle cut, là, c'est pas tous les produits. Donc une baisse de 1,7% en termes de volume, une baisse de 1,5% en termes de valeur. Donc un mois de décembre là, qui était un peu plus difficile pour les pièces primaires. Pour les inventaires de viande congelée, ben, vous pouvez voir là, des hausses par rapport au mois précédent, mais c'est normal là, quand on compare là, janvier par rapport à décembre. C'est vraiment ce qui est intéressant, c'est par rapport à l'année passée. Donc, vous pouvez voir là, majoritairement des baisses, mais dans le porc, c'est pratiquement pareil. On le voit sur les graphiques. Donc, dans le bœuf, c'est le petit point vert ici. Là, on est vraiment plus bas que les autres années. Pour ce qui est du porc, on est à côté sur la ligne rouge qui était historiquement très bas. Pour ce qui est du flanc, on a la même valeur que l'année passée. Pour ce qui est du poulet, un petit peu plus bas que l'année passée. Donc, il y a des inventaires congelés qui sont sous contrôle. Pour ce qui est du marché du porc québécois, donc on s'attend toujours, selon les futurs, à 233 du 100 kg. Il y a quand même une petite distorsion entre le cut-out et les futurs cut-out. Quand je les regarde là, semaine après semaine, ce que j'anticipais comme prix versus le réel, il y a une petite distorsion à court terme, là, donc ce qui va se refléter là, sur le graphique. Vous voyez un peu la ligne orangée là, qui est pleine, c'est le début de l'année. Vous voyez là, l'accélération qu'on devrait avoir là, au cours de l'année. Pour ce qui est du prix d'aliments finition, vous voyez, on est au même niveau que l'année passée à la même période. Donc, on comprend que si nos prix commencent à vouloir se réveiller davantage, ben, on va capter plus de marge pour 2026. Pour ce qui est de la financière, donc toujours pas de mise à jour pour 2025, mais il n'y aura pas de compensation considérant un revenu de marché qui est beaucoup de supérieur au revenu stabilisé. Et pour 2026, bon, on anticipe un revenu de marché là, à tout près là, de 10 de plus le 100 kg. Pas le 100 kg, mais ou 10 le 100 kg indexé
Et un revenu stabilisé à peu près similaire à l'année passée à 230 donc ce qui donne des marges bénéficiaires là, d'une trentaine de dollars du 100 kg. Donc, pour ce qui est du PPMPA, actuellement, on est toujours à 225. C'est comme ça depuis le 25 janvier. Pour ce qui est des GRM, on a pour les 11 prochains mois 269 Donc, on revient plus sensiblement là, dans les cibles des deux autres derniers mois. Donc, 266 en février, 271 le 16 janvier. Donc, vous voyez un peu, si la photo a été prise le vendredi passé, puis là, ben, avec tout le contexte géopolitique, des fois, il peut y avoir des swings là, en cours de journée. Si le dollar baisse un peu, ben, ça fait augmenter nos contrats. Donc, vous voyez un peu la tendance là, qui se dessine. Pour ce qui est du prix des grains, au-dessus de la moyenne des 6 prochains mois, 315 la tonne pour le maïs et 531 pour le tourteau de soya. Donc, pour ce qui est de la prochaine rencontre, ce serait le 13 avril. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je suis allé assez rondement. Là. Il y avait des éléments qui avaient été abordés par Jean-Charles. Donc, je vais revenir ici et arrêter le partage. Moi, je n'avais peut-être une, Jean-Charles. Là. C'est certain que le détroit d'Ormuz, on est davantage là, au Moyen-Orient, mais il n'y a pas d'enjeu au niveau de la production des ingrédients mineurs pour ce qui est de la production animale, que ce soit là, certaines vitamines ou acides aminés. Je pense que c'est davantage plus là, en Asie, puis en Asie du Sud-Est que c'est produit. Fait que je pense pas qu'il y a d'enjeu, mais tu n'as pas eu de détails de ton côté s'il y avait d'autres produits autres que les engrais minéraux et le pétrole là, qui étaient sous pression là, à cause de la région périphérique du détroit. Non, en fait, j'ai la même vision que toi sur justement toutes les vitamines et produits et autres qui rentrent dans la moulée. C'est davantage la Chine et d'autres pays en Asie. Donc, c'est ça. Peut-être que oui, il y a un impact indirectement via les frais de transport qui sont plus Ouais, élevés, les frais de surcharge et tout, mais autre que ça, non. merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais arrêter l'enregistrement. Y avait-il d'autres questions en privé que vous vouliez aborder? Sinon, ben, je vais vous laisser, puis on va se dire au mois d'avril, là, Bonne semaine, après merci. Pâques. Merci, Merci, bonne là. journée. Bye.